Salut les amis, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment combattre le manque de motivation que l'on peut parfois rencontrer dans sa vie de pratiquant. C'est parti. Alors le manque de motivation, on l'a tous connu un jour ou l'autre dans sa vie de pratiquant. Il peut se traduire de manière ponctuelle ou de manière un peu plus inquiétante sur le long terme, principalement en hiver quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il fait nuit et qu'on doit sortir de la maison pour aller dans un dojo mal chauffé et se prendre des bleus. Donc forcément, on préfère rester au chaud dans le canapé. Encore plus de nos jours avec la prolifération des services connectés de type Netflix qui nous poussent à rester tranquillement sous la couette dans le canapé avec un petit chocolat chaud plutôt que d'aller dans un dojo mal chauffé et se prendre des bleus. Donc c'est encore plus valable sur un moyen terme avec la prolifération des disciplines différentes que les villes accueillent de nos jours. Avant, il y avait très peu de dojos, je parle d'avant dans les années 70-80, il y avait quand même beaucoup moins de disciplines et de dojos. Aujourd'hui, chaque ville, chaque village accueille au moins une association sportive. On a non seulement des disciplines martiales, mais on a aussi de plus en plus de disciplines sportives de type crossfit, de type zumba, où on va pouvoir se sociabiliser et trouver un petit peu de la passion sportive. Donc forcément, sur le moyen ou le long terme, lorsque l'on se démotive dans sa discipline, on est parfois tenté d'en changer et de faire quelque chose de différent. En tout cas, peut-être d'ajouter des variétés dans son parcours sportif. Donc ça aussi, il y a des choses que l'on va voir ensemble. Certains manques de motivation sont un petit peu liés à notre façon de pratiquer ou de voir les choses, mais certains manques de motivation sont aussi liés à la façon dont on est enseigné. Donc tout n'est pas nécessairement de votre faute, ça peut être aussi de la faute de votre sensei ou de votre coach qui ne savent peut-être pas mettre en place les bonnes actions pour vous motiver correctement. Donc on va décrypter ça ensemble. Le manque de motivation, il n'est pas franco-français ni occidental. Je l'ai rencontré de manière assez surprenante au Japon, principalement à Okinawa, où certains vieux maîtres se retrouvent face au manque de motivation de la jeunesse, qui préfère des sports beaucoup plus exotiques pour eux, beaucoup plus originaux, de type le baseball, qui est très populaire au Japon d'ailleurs, le golf, voire le foot, plutôt que des disciplines purement traditionnelles japonaises, qui sont un petit peu, pour eux, poussiéreuses. Donc la jeunesse se détache des dojos, et certaines très grandes lignées du Shorin-ryu se retrouvent très embêtées parce que il n'y a pas de continuité à certains dojos qui sont pourtant des piliers de l'histoire martiale, et certains maîtres se retrouvent très embêtés face au danger de la perte de la transmission, on va dire, des connaissances historiques martiales. Et donc, en parlant de karaté okinawanais japonais, il faut savoir que maître Funakoshi a réalisé l'inversion du kata Shodan et Nidan. Donc, avant, le kata Heian Nidan était appelé Pinan Shodan, donc était en première position. Et le kata Shodan était en deuxième position, donc s'appelait Pinan Nidan. Pourquoi cette inversion a-t-elle eu lieu alors que, historiquement parlant, on n'est pas censé bouger toutes ces choses-là. S'il y a une numérotation au kata, c'est parce que dans l'étude des katas de base, on s'était dit que c'était mieux de les apprendre de cette façon-là. Aujourd'hui, de manière un peu plus contemporaine, de par le karaté moderne de maître Funakoshi, on estime que l'on rentre dans le karaté par le kata Heian Shodan, qui est relativement simple, il est linéaire. Dans ses mouvements, il n'est pas très compliqué. Certains peuvent même voir en lui un kata un petit peu rébarbatif, un petit peu pénible, parce que peut-être trop simple. Et un kata Heian Nidan qui, lui, reprend beaucoup de codes des katas supérieurs comme de type Kanku et qui va aller chercher des mouvements beaucoup plus pédagogiques, en tout cas beaucoup plus ludiques et beaucoup plus sympathiques. Donc, il va être plus motivant à faire. Donc forcément, en France, on y voit un palier totalement logique avec un kata d'approche et puis à partir du deuxième kata, on va commencer à pratiquer de manière un petit peu plus motivante. Et bien justement, à l'époque des Pinan, il se passait absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'on rentrait par l'historique, le kata qui représente les mouvements des katas supérieurs, donc proches des Kanku. Donc on avait ce côté Heian Nidan en première position et qui était très amusante à apprendre, surtout pour les plus jeunes. Et après, on avait un kata qui était tout d'un coup beaucoup plus rigide. Le Heian Shodan d'aujourd'hui était en deuxième position. Et tout d'un coup, on redescendait, bim, dans le côté très ludique et très fun de faire un kata. Et on avait quelque chose de très rigide et de particulièrement, on va dire, rébarbatif. Et qui cassait un petit peu la motivation. Et si à l'époque, ils étaient mis en palier de cette façon-là, c'était justement pour travailler dès le plus jeune âge et dès le plus tôt dans la pratique, cette idée que
la discipline martiale peut être austère et peut être rébarbatif, peut être pénible à faire et que ça fait partie de la construction mentale du pratiquant de devoir s'adapter à quelque chose qui n'est pas forcément très ludique. On n'est pas là pour l'amuser, il est là pour apprendre des choses et donc très tôt dans la pratique on lui dit ok, tu as fait un kata qui est plutôt fun, qu'avec beaucoup de détails, beaucoup de choses peut-être un petit peu complexes, aujourd'hui, bim, on passe au deuxième kata, celui-ci est beaucoup plus simple, on aura très peu de variété de blocage, on aura très peu de variété de position, il sera très linéaire. C'est le kata un petit peu pénible à devoir réviser et à devoir apprendre. Donc c'était fait pour travailler cette notion un petit peu rébarbative. Et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, en tout cas les générations les plus jeunes, et donc les plus novices, avaient du mal avec ce côté parfois un petit peu démotivant. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le karaté moderne de Maître Funakoshi, il y a eu cette inversion et que Pinan Shodan est passé en Heian Nidan. Donc ça aussi, vous voyez que ça joue très tôt dans la structure des cours, de la mise en place des cours, en se disant « Ok, comment on va travailler la motivation ?» L'idée de base est très bonne, mais on se rend compte que d'un point de vue pragmatique, au sein des cours, c'est un petit peu compliqué de garder la motivation des plus jeunes. Donc il y a eu ce premier changement, on va dire, qui est fait. Le but étant de pratiquer sur le long terme. Pour le japonais, on essaie de faire une chose et toute sa vie, ce qui n'est pas tellement dans la philosophie des occidentaux, qui aiment bien un petit peu tout faire et tout de suite. Et puis si on peut éviter de trop se fouler, on va essayer d'avoir beaucoup de bénéfices, en tout cas beaucoup de récompenses, très tôt, parce qu'il faut se garder motivé et puis il faut se garder, on va dire, dans le plaisir de pratiquer. L'occidental a un petit peu plus de mal à trouver du plaisir dans la rigueur. Il a surtout du plaisir dans ce qui est fun, il faut l'amuser, il faut le distraire, ça doit être un loisir. Or, les Japonais ne voient pas forcément leur discipline martiale comme un loisir, ils le voient comme un art de vivre, une philosophie sur le long terme, et le but c'est de rester motivé tout au long de sa vie, donc sur le très long terme, puisque c'est sur la durée d'une vie. Et c'est un petit peu aujourd'hui le thème qui va nous intéresser, nous, comment garder sa motivation sur la durée d'une vie de pratique. Personnellement, ça fait déjà 35 ans que je fais du karaté, j'ai dû évoluer, j'ai dû trouver des axes de travail et j'ai dû en tout cas trouver des surcouches à ma pratique, trouver des profondeurs à ma pratique pour pouvoir me motiver et rester toujours constant dans ce que je vais essayer de faire et dans ce que je vais essayer de transmettre. Sinon, je risque de stagner. Si j'ai l'impression de ne pas pouvoir évoluer dans ma pratique, bah c'est là que va commencer un petit peu la lassitude. La lassitude va mener justement à cette démotivation qui peut m'amener carrément à changer de discipline ou arrêter ma pratique. Donc aujourd'hui, le court terme, c'est bien, mais si c'est être bon un jour, il y a très peu d'utilité. Si c'est avoir des connaissances, des compétences pendant un tout petit moment de sa vie, pendant 2-3 ans, ouais, je suis super bon, j'ai acquis ci ou ça, et puis dans 10 ans, je ne sais plus rien, je repars à zéro comme si j'avais rien fait du tout, le capital de ce que j'ai acquis n'aura servi absolument à rien. Ça aurait été de la dépense inutile. Donc le but, c'est quand même d'en garder certains avantages, un certain capital qui va nous servir tout au long de la vie. Si c'est pour être très bon en self-défense il y a 15 ans, et puis aujourd'hui, si je me fais attaquer, je ne sais plus rien faire, je suis complètement aux fraises, ouais, ça va être compliqué pour moi. En tout cas, surtout si je veux continuer à arborer une ceinture ou dire que je fais ci ou je fais ça. Donc il va falloir essayer d'être un petit peu constant. Et pour être constant, il faut être motivé. Pareil, pratiquer un jour ou pratiquer toujours, la motivation ne sera pas forcément la même. Aujourd'hui, on va essayer de trouver du ludique, notamment à travers les formations. Vous allez apprendre à mettre en place des structures de cours, à mettre en place, on va dire, des activités pour garder votre motivation intacte. C'est ce qu'on apprend notamment dans les formations fédérales, à trouver des activités, utiliser des outils, on va dire, pédagogiques, ce qu'on appelle du matériel pédagogique. On a des cerceaux, des plots, des paos, des choses comme ça, pour mettre en œuvre, surtout pour les plus jeunes, ce fait qu'on peut utiliser du matériel à bon escient. Certes, ça va distraire un petit peu, on va avoir un petit côté plus pratique de loisir, mais on va se rendre compte que aimer et faire du loisir dans sa pratique, ça ne va pas forcément à l'encontre des fondamentaux de la discipline. On peut essayer de faire une petite surcouche à ce niveau-là pour essayer de garder les personnes motivées. Donc vos professeurs aussi, si vous êtes dans un dojo et que vous vous sentez parfois un petit peu démotivé, n'hésitez pas vous à être force de proposition, ou vos professeurs peuvent aussi remettre en question leur pédagogie en se disant comment on va essayer d'enseigner toujours cette même chose, puisque l'idée c'est quand même de transmettre toujours un savoir qui nous a été acquis, et comment on va essayer de le transmettre de la manière la plus motivante et la plus sympathique possible. Donc parfois ça se fait dans la rigueur, évidemment, puisqu'on fait quand même des disciplines martiales, donc il y a quand même une rigueur à avoir, mais on peut aussi parfois dévier sur certaines séances, ou dans tout cas certaines phases de séance, dans quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus ludique, voire amusant, parce que le plaisir qu'on va avoir à ce moment-là va compenser justement des phases peut-être un petit peu plus rigoureuses. Donc les formations vous amènent ça, vous amènent aussi cette idée de planification annuelle. Donc
comprendre ce qui va se passer pendant l'année pour pouvoir s'y préparer, et on peut très bien, à travers une pratique rigoureuse, conserver, on va dire, une motivation à travers des événements. Ça peut être des préparations aux grades qui vont venir, des préparations aux démonstrations, aux compétitions. Il y a beaucoup d'événements que vous pouvez faire en interclub ou en intraclub, des coupes du samouraï. L'idée étant de pouvoir de temps en temps récompenser les élèves pour, en tout cas, leur passion et leur persévérance. Et puis, de temps en temps, se dire on va faire un travail très intense, en tout cas très rigoureux, pour des passages de grade, parce qu'un grade ne doit pas forcément être une récompense, mais doit plus être vu comme un acquis de compétences. Donc, il doit y avoir aussi un véritable apprentissage. On est dans une école d'arts martiaux, quelle que soit votre discipline, il faut essayer de conserver un petit peu ce cœur de l'école d'arts martiaux. Au niveau de la motivation et donc de cette persévérance dont je vous parlais juste avant, il faut essayer de la sortir aussi, de la décloisonner du contexte du cours. Souvent, quand on parle de motivation, de persévérance, de difficulté à pratiquer, le pratiquant lambda va se dire « Ok, bah oui, mais c'est pendant un exercice, on me demande de faire un effort à cet instant T, physiquement j'ai un peu de mal, le cardio ça traîne un peu, mais je vais rien lâcher, je vais serrer les dents, je vais aller jusqu'au bout de l'exercice, il va durer 5 minutes, il faut que je lâche rien, mon prof va me motiver, et après, je suis content, j'ai rien lâché, j'ai pas abandonné, ça peut faire partie certes de la motivation, mais là on est dans du très court terme. Donc l'idée des arts martiaux, c'est pas juste de persévérer pendant 5 minutes en se disant j'ai rien lâché, c'est bon, je suis quelqu'un de motivé, si c'est pour arrêter sa pratique 2 ans plus tard. Donc il va falloir trouver des astuces, notamment par l'intermédiaire de toutes ces activités, et par l'intermédiaire de la pédagogie de vos cours pour essayer de garder les gens motivés. On verra justement ce petit paragraphe juste après, cette petite parenthèse. Et le but, c'est justement de se dire que oui, c'est pas parce que tu as fait un effort sur l'instant T, que tu as très bien géré d'ailleurs, qu'il faut ne pas venir dans 2 jours. Parce que le cours, c'est aussi dans 2 jours, et donc il va falloir être présent, il va falloir aussi être motivé, et donc être régulier. Si on perd la régularité de la pratique, on va perdre son niveau, et on va perdre sa motivation, parce qu'on a l'impression de stagner. Donc tout est lié, d'une certaine façon. Et donc, pour rouvrir cette petite parenthèse de pédagogie, la façon dont vous allez aussi transmettre est très importante. Faire du gestalt, c'est-à-dire faire vraiment du perceptif, démontrer à la place des autres, ça les empêche de réfléchir. Vous allez montrer ce qu'il faut faire, bim, ils vont copier. Donc, on va dire l'interaction est relativement moindre puisqu'ils n'ont qu'à faire du mimétisme. Plutôt que d'aller chercher du constructivisme qui va peut-être amener une réflexion qui sera peut-être justement très bénéfique pour vos groupes, surtout les plus gradés, qui ont besoin de mettre en place un petit peu de réflexion pour montrer ce qu'ils ont en tant que pratiquants en termes de discipline, ce qu'ils peuvent délivrer, et donc aller les chercher sur des thématiques telles que des applications, telles que des choses comme ça, en leur demandant de délivrer eux-mêmes quelque chose, inverser un petit peu le rôle du sensei et de l'élève, voire prendre un élève et lui demander de gérer un groupe pendant un moment, pour pouvoir le motiver, qu'il sache aussi démontrer, qu'il sache aussi où il en est dans sa pratique. Comme ça, il va pouvoir se dire, il faut que je fasse bien, parce que je dois démontrer devant quelqu'un, donc ça va aussi le dynamiser d'une certaine façon. On peut rester dans la rigueur martiale, tout en adaptant un petit peu la pédagogie pour tenter de trouver des choses un petit peu variées. Donc ça, c'est pour on va dire le global. L'idée, toujours, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas d'être bon un jour, mais d'être bon toujours, sur la durée de votre pratique. Si on s'en réfère aux grands maîtres, là je vais parler pour mon expérience de ceux que j'ai pu rencontrer notamment au dojo de Keiyo, donc je parle des élèves directs de maître Funakoshi qui reprennent la philosophie de maître Funakoshi. Eux n'arborent pas forcément de grade de dan, ils s'en fichent un petit peu, et leur philosophie c'est de se dire que de toute façon, lorsqu'on est pratiquant sur la longueur d'une vie, ce qui nous intéresse il y a 10 ans est différent de ce qui va nous intéresser aujourd'hui et de ce qui nous intéressera dans 10 ans. Donc il y a 10 ans, ils étaient probablement meilleurs dans certains domaines qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est l'inverse. Et puis un autre pratiquant qui n'a pas le même âge ou le même grade, fera peut-être une démarche, et peut-être qu'aujourd'hui il sera meilleur que vous dans un domaine, et que dans 10 ans ce sera l'inverse. Donc c'est dur de quantifier les choses. Le grade, au-delà des acquis techniques, c'est aussi on va dire un gage de longévité dans sa passion. Mais dans sa motivation, le grade ne doit pas être, on va dire, le point culminant, en tout cas, ou l'objectif d'arrivée. L'objectif, en termes de compétition, ça peut être aussi le challenge. Il ne faut surtout pas, parce qu'on est pratiquant de discipline martiale traditionnelle, se dire « Oh, la compétition, c'est mauvais ». Faut pas, aujourd'hui, la compétition, c'est nul, l'idée, c'est d'avoir des médailles, c'est pas ça. Oui, mais l'idée d'avoir des médailles peut aussi être un objectif motivant
notamment chez les plus jeunes et chez les ados. On sait que les ados ou les jeunes adultes ont besoin de se challenger. Donc l'appât du gain et de la médaille peut aussi être un moteur pour qu'ils viennent plus régulièrement et qu'ils se poussent, on va dire un petit peu, passez-moi l'expression, mais se pousser un petit peu au cul pour faire les choses correctement. C'est pas foncièrement négatif à partir du moment où ils comprennent que la compétition est une facette et une partie de la discipline, ce n'est pas l'intégralité de la discipline. Mais ce serait idiot de se couper complètement de la compétition en se disant « ouais non, la compétition c'est pas pour nous, c'est l'appât de la médaille ». Ah non, la compétition c'est aussi le challenge et c'est aussi l'évolution dans l'adversité. Et c'est aussi pour les gradés, voire pour les coachs ou les professeurs, se mettre au défi et éventuellement se mettre face à eux-mêmes en cas d'échec. Se dire « ok, j'ai perdu devant mes élèves ». Donc il va peut-être falloir se reconstruire ou se remettre en question. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes dans l'idée de devoir ou de vouloir se mettre au défi. Ça peut être très motivant pour le reste du groupe, le reste des élèves, de voir qu'un sensei se met au défi de faire des choses au risque de perdre lui aussi et de se retrouver dans le même cas que ses élèves. Donc il faut, on va dire, entre guillemets, diriger son groupe, le manager, en faisant force de référence, plus que éviter de se mettre en danger et laisser les autres faire. Donc on est sur un principe philosophique un petit peu lié à ce que pensent les maîtres de Keiyo, où eux-mêmes continuent à se challenger à travers la compétition et l'adversité, non pas pour le gain ou la médaille, mais plus pour ce qu'apporte le challenge. Et c'est très positif dans la vie d'un pratiquant d'avoir cette force contraire, ce challenge, et de pouvoir ainsi mesurer aussi ses capacités par rapport à celles de quelqu'un d'autre. Donc ça peut permettre, en fonction de ce qu'on est venu chercher au dojo, en tout cas de se structurer un petit peu plus dans sa motivation sur le long terme. Donc ça, c'est la force, la vraie force des maîtres de Keiyo, c'est d'essayer de ne pas se couper de toutes les facettes du karaté, tout comme ce serait idiot de se dire qu'un compétiteur ne voit que la compétition et ne comprend pas la tradition. Bah oui, mais le traditionnaliste qui, lui, ne veut pas voir la compétition serait dans le même cas. Donc les deux seraient tout aussi négatifs. Donc le compétiteur, même de haut niveau, peut très bien connaître de bonnes traditions et le compétiteur, enfin le pratiquant, pardon, traditionnaliste peut aussi très bien connaître des choses de la compétition. Tout est compatible. Et justement, tant que vous avez, vous, généré une motivation chez les gens qui vous entourent, de toute façon, le résultat sera positif. Voilà, donc, après 2 ans de Covid, on est d'accord que c'est très compliqué de rester motivé. La plupart des sensei, des coachs, des professeurs ont essayé de vraiment pousser la machine pour vous offrir des solutions, pour vous apporter soit des visios, soit des challenges, soit des choses auxquelles vous pouvez participer pour essayer de pallier un petit peu à la pratique. Et que l'on s'arrête parce qu'on est blessé ou que l'on s'arrête parce qu'on est isolé ou que l'on s'arrête parce que après le Covid, ça peut être compliqué de redémarrer, il faut de toute façon trouver des astuces et des solutions pour vivre sa passion. La passion, si on peut la faire moins physiquement, on peut essayer de la faire peut-être un peu plus intellectuellement. Donc, à partir du moment où on est passionné, on aura toujours des solutions pour pratiquer. Le plus important, c'est d'être en phase avec ce que vous êtes venu chercher dans la pratique du dojo. Donc pour ça, c'est simplement le tout premier précepte du Dojo-kun, qui est donc ici juste derrière moi. Shitotsu, Jinkaku Kansai ni Tsutomu Koto. C'est simplement savoir pourquoi est-ce qu'on est venu pratiquer, pourquoi est-ce qu'on met un pied sur le tatami, pour essayer d'être complet. À partir du moment où on a compris ça, on peut essayer d'enrichir sa pratique de toutes les façons possibles. On peut essayer de trouver des astuces pour se motiver, motiver les autres, voire motiver des groupes d'amis pour essayer de pratiquer peut-être ensemble dans certaines voies. Ne pas hésiter à partager les connaissances, c'est aussi quelque chose de très motivant d'avoir des personnes qui viennent parfois de disciplines un petit peu différentes par le passé, mais qui ont acquis des choses, ou qui ont simplement une passion peut-être pour certaines armes, peut-être pour certaines projections, certaines choses et qui sont prêtes à les partager. Ça permet d'enrichir. Tant qu'on peut s'enrichir et qu'on peut, on va dire, se développer à travers la pratique, la motivation a déjà beaucoup moins de chances de s'éteindre. Donc, pensez un petit peu à toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu une grosse phase de dépression, de démotivation, ou si vous, justement, vous en êtes revenu, si vous avez arrêté, si vous avez continué à pratiquer, si vous êtes sensei, coach et que vous avez fait des propositions à vos élèves dans ce domaine-là, si vous avez, vous, connu des choses extrêmement motivantes dans vos disciplines, n'hésitez pas à en faire part un petit peu à la communauté. Je vous remercie en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao!